Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que je vais appeler le podcast, donc un format où on va se retrouver pour discuter avec une personne que j'ai rencontrée, que je connais, que j'apprécie et que je trouve très intéressante. Ce sera des personnes qui vont nous raconter un petit peu leur parcours, leurs expériences, avec toujours le dénominateur commun qui est la médecine. Aujourd'hui, je suis du coup avec quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, Vincent. Donc Vincent Valaduc, écoute, je te laisse te présenter. Bonjour, déjà merci de faire la première avec moi. Moi je suis Vincent Valaduc, j'ai 40 ans, je suis médecin généraliste et puis en ce moment je fais aussi du média, je suis chroniqueur santé dans l'émission Télématin sur France 2. Alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez vu sur justement l'émission de Télématin. Après, si aujourd'hui je suis avec Vincent, c'est pas uniquement car il fait ce média, qu'il participe à ce média qui est Télématin, c'est parce qu'il a vraiment un parcours de vie assez particulier. J'avais déjà fait des vidéos avec des gens qui avaient un parcours un peu spécial dans le monde de la médecine, mais vraiment, Vincent... C'est flippant ce que tu dis. Non, tu dénotes. Et du coup, c'est assez intéressant un petit peu de revenir sur ton parcours. Donc, faut savoir que Vincent n'a pas toujours été médecin. Donc, avant d'entrer dans le détail, juste tu peux nous dire de quel milieu tu viens, d'où tu viens, quelle était un petit peu ton enfance pour qu'on comprenne déjà un petit peu. Alors aujourd'hui on est à Paris, mais j'ai grandi moi au Havre, en Normandie, dans un milieu totalement docker, il n'y avait aucun médecin autour de moi. Et moi mon rêve de gosse c'était d'être médecin. Donc j'ai évolué dans une grande famille de dockers. Les dockers ce sont ceux qui bossent sur les bateaux, sur les docks, donc là en l'occurrence au Havre. Et mon père, mon grand-père, toute ma famille est docker chez moi. Et moi mon rêve de gosse c'était d'être médecin. Et donc, quand j'ai grandi, je disais à mes parents, moi je veux être médecin, et mon père m'a dit, écoute, passe déjà le brevet des collèges, et puis après on verra bien pour la médecine. Et au final, c'est vrai que bon, ça me paraissait inaccessible de faire médecine, parce que mon père me disait, en fait, pour être médecin, il faut être fils de médecin, donc c'est compliqué quand nous on vient d'un milieu ouvrier d'accéder à ce genre de métier. Bon, c'est vrai que ça a dû entrer un petit peu dans un coin de ma tête et je me suis un peu résigné à pas aller à la médecine, à faire médecine tout de suite lorsque j'ai eu 18 ans. Et du coup, j'ai suivi la voie de ma famille. Hein. Je suis rentré comme docker sur le port du Havre à l'âge de 18 ans parce que j'avais mon père, mon grand-père docker. Donc le jour de mes 18 ans, j'étais sur le quai en train d'attacher les conteneurs sous la pluie. C'était un 14 octobre, le jour de mes 18 ans. Il pleuvait et voilà, j'ai suivi la lignée familiale et je me suis dit que je n'allais jamais devenir médecin. Et comme j'étais pas trop mauvais à l'école, j'ai négocié avec mon père pour quand même continuer des études. Donc après le collège, j'ai fait quand même le bac, j'ai fait un bac techno. Parce que même ça aussi, je pensais que S était inaccessible pour moi. Enfin, ça me paraissait... Voilà, je pensais qu'il fallait venir d'un gros milieu pour faire des études générales. Donc j'ai fait bac techno et après j'ai fait un parcours de fac. Je suis allé en fac de bio et puis après j'ai été un bac plus 5 en recherche pharmaceutique et métabolisme du médicament. Ah ben non, ça claque. C'est un petit peu compliqué, hein. Ça claque. Du coup, on est passé quand même de docker. On dit docker ou docker? Docker. Docker. Donc sur les quais du Havre. Ouais, ouvrier à attacher les conteneurs, attacher les voitures entre elles ou à vider les cales des bateaux de charbon ou les sacs de sucre de 50 kg. Ouais. C'était un métier plutôt physique. Ouais. Donc est-ce que tu considères que du coup, dans le milieu, du milieu d'où tu viens, il y avait ce truc justement un peu de déterminisme social où finalement on est dans une famille d'ouvriers et donc on devient ouvrier? Ou est-ce que déjà à l'époque, tu avais en tête des exemples, soit dans l'entourage, soit dans les amis, etc., de personnes qui finalement sortaient du milieu et réussissaient un petit peu à s'en extraire, ou est-ce que c'était rare, ça arrivait jamais? J'avais aucun modèle de réussite d'un point de vue médical. En tout cas, j'avais personne autour de moi qui avait fait médecine auparavant, ni même d'études médicales. Et tu le disais, hein, effectivement, voilà, moi, mon père me disait implicitement, enfin même pas implicitement, directement, on est d'une famille issue, enfin c'est une famille plutôt ouvrière, c'est compliqué pour nous d'accéder aux études supérieures. Donc toi, tu enregistres ça un peu dans ta tête et puis je dis, bon, je vais peut-être un peu avoir du mal, mais néanmoins, je pensais toujours à faire médecine. Enfin, voilà, quand j'étais petit, je disais à ma mère, je voulais être médecin, quoi. Bon, tu parles de déterminisme, je pense que c'est dur, effectivement, quand on arrive dans un milieu déjà un peu où tu es prédisposé sans doute à suivre le modèle familial, du moins la catégorie sociale, à en sortir. Mais en fait, il n'y a pas de fatalité, quoi. Quand on peut et quand on veut, on peut.
Voilà, bah justement, petite question maintenant a posteriori, auquel peut-être tu peux répondre. À l'époque, tu dis que justement ton père disait que c'était compliqué. Ouais. Euh, Aujourd'hui, en y réfléchissant, bah, finalement, quels étaient justement les freins qui pouvaient exister pour t'amener justement à faire des études parce que justement, d'après ce que disaient voilà, les parents, la famille, l'entourage, c'est compliqué. Je sais pas si c'était un frein. Enfin, j'imagine que les craintes et les peurs de mes parents, à savoir accéder à des études, avoir le chignon pour retenir toutes les informations, être en capacité de mémoriser, je ne sais pas si leurs propres peurs, finalement, on les a pas mis sur mes propres épaules en disant bah, peut-être que tu peux avoir du mal, comme si c'était une filiation génétique, comme si avoir des parents ayant réussi au niveau des études, bah, c'était peut-être plus facile pour toi. Et je pense que peut-être que ça venait de là. C'était pas un problème financier, parce que je pense que, enfin, d'abord ça a été le cas. Mes parents après m'ont complètement accompagné dans le projet. Ils se sont saignés pour que je puisse aller au bout de ces études. Et voilà, il a fallu au début, bon, ils n'ont pas trop compris ma décision de reprendre des études, mais une fois que le choix a été validé, ils m'ont dit bah voilà, banco, on y va, on te suit quoi. Et puis la fierté, quand je suis rentré en médecine, quand j'ai eu médecine, enfin, c'était la fierté. De toute la famille. Mais c'est vrai qu'initialement, je pense que oui, bah, c'est les craintes de voir, peut-être aussi la crainte de mes parents de voir arriver dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, toujours la peur de l'inconnu. Hein, quand on voit ton gamin qui va dans un endroit que toi-même tu ne connais pas, peut-être que c'était une sécurité pour mon père de me savoir évoluer dans son même milieu, un milieu dans lequel il a travaillé toute sa vie, peut-être aussi pour mieux me protéger parce qu'il connaissait le milieu. Mais ouais, j'imagine que c'est ça, ouais. En tout cas, c'est très intéressant voilà, d'essayer de comprendre un petit peu justement. Et aujourd'hui, bah, finalement, la preuve en est, tu as réussi, tu as fait des études. Donc tout à l'heure, on s'est arrêté au stade où tu avais dit que tu avais fait des études de pharmacie. Ouais, en fait, j'ai fait fac de sciences, j'ai continué jusqu'à bac plus 5 dans un domaine de recherche pharmaceutique, à niveau bac plus 5. À l'époque, on appelait ça la DESS. D'accord, je n'ai pas connu. Ouais, c'était l'époque du DESS. Et puis après, donc j'avais 22 ans. J'ai travaillé ensuite dans l'industrie pharmaceutique de 22 à 23 ans où j'encadrais des commerciaux sur le terrain qui allaient dans les hôpitaux, qui vendaient des molécules anti-rejet, des trucs comme ça. Sauf qu'eux n'avaient pas trop les connaissances pharmaceutiques et scientifiques pour parler de tout ça. Donc parfois, je les accompagnais à l'hôpital. Et quand j'arrivais à l'hôpital, je voyais des internes avec le badge rouge sur leur blouse blanche. Et je me disais quand même, moi aussi j'ai envie d'avoir mon nom sur ce badge rouge. Je m'en foutais de ce qui allait être écrit dessous, mais je voulais plus ou moins ça sur le badge. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ben, je vais reprendre médecine. Et donc, j'ai 22, 23, à 23 ans, j'ai quitté mon travail. Et j'ai décidé de reprendre médecine à zéro. Première année de médecine à 23 ans. Ouais. Bah, beau défi, beau challenge, beau challenge. Surtout, mais bon, voilà. Donc, c'est possible aussi, du coup, de reprendre à zéro finalement, malgré le fait d'avoir déjà eu un parcours antérieur. Et du coup, bah, ça s'est passé comment, les débuts en médecine? En fait, ce qui est assez étonnant, c'est tout à l'heure tu me posais la question de me dire mais pourquoi tes parents ont pu éventuellement mettre des barrières psychologiques ou du moins avaient des craintes à te faire reprendre ça. Mais quand tu as 23 ou 24 ans et que tu décides de reprendre des études, et là, médecine, donc quand même 10 ans d'études, en fait, j'ai commencé à en parler à 2-3 potes, et puis en fait, eux-mêmes, qui pourtant étaient CSP+, dans des milieux plutôt favorisés, eux-mêmes ont mis leur propre peur sur mes épaules. En mode, mais attendez, t'arrives, tu as 23 ans, tu as déjà fait bac plus 5, tu travailles dans l'industrie pharmaceutique, financièrement ça a l'air d'aller, tu vas pas faire un concours que tu n'es pas sûr d'avoir, ne pas gagner d'argent pendant 6-7 ans, et puis ils ont commencé de nouveau à mettre leur propre parpaing sur mes épaules. Donc j'ai décidé j'ai arrêté de le dire aux gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais juste dit à mes parents, à mon frère et à mon meilleur pote. Et puis, donc j'ai commencé à faire la première année de médecine. Et quand il y avait le concours ou les trucs, les gros examens, et que toute l'année on vous demande à sortir, tu sais, tes potes qui disaient ah, on sort ce week-end, on va en soirée, on va au cinéma. Enfin, bref, je disais bah non, je vais en famille. Enfin, parce que je voulais pas dire aux gens que que j'avais repris le concours de médecine. Et puis finalement, quand j'ai validé médecine, je leur ai dit. Et là, tout le monde était très content. Mais je trouve que quand on fait le choix de reprendre, quelle que soit ta décision dans des études, que ce soit médecine ou autre chose, les gens ont toujours un petit peu peur pour toi. C'est-à-dire qu'ils vont te rajouter du poids sur tes épaules alors que toi, tu es déjà comme ça, même si tu es motivé pour le faire. Bah, c'est assez rare de rencontrer des gens qui te motivent et qui disent « Ah, génial, super projet, go, go, go ». Et après, bah, les études de médecine,
bah, tu sais ce que c'est, tu reprends, tu as 23-24 ans et tu te dis que tu as la maturité, que tu vas être solide et tout, mais pas du tout. En fait, bah ouais, tu arrives en première année de médecine et tu es comme tous ceux qui sortent de terminale, tu as 17-18 ans, tu arrives le matin avec un peu d'avance pour être sûr d'avoir une place au premier rang, tu te fais un groupe de potes et puis après c'est celui qui va venir dans la semaine pour réserver les rangs. Tu te dis que tu vas être capable de retenir plein de choses, mais en fait, bah, tu fais comme tout le monde, tu bachotes, tu vas à la bulle l'après-midi, tu t'isoles un peu de tout le monde, tu chronomètres ton heure de repas du midi, et tu te dis, ah, allez, vas-y, c'est bon, j'ai mangé 10 minutes rapidement, bah, ce soir je me pourrais me coucher un peu plus tôt. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on a connu, hein, on est tous passés par là. Un peu difficile la première année, et puis, mais une fois que tu as ton nom qui est sur le tableau et qui dit que tu passes ton deuxième année. C'était une bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Et est-ce que le fait justement d'être avec des personnes qui avaient des années de décalage, mais surtout il n'y a pas que les années, il y a aussi les expériences que toi tu as accumulées justement avec les années, qui fait qu'il y a sûrement rapidement une différence, on va dire, de maturité qu'on peut peut-être constater ou que tu as peut-être pu constater avec les autres. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que tu l'as pas vraiment senti et ça s'est fait naturellement Je l'ai pas trop senti. C'est-à-dire qu'on arrive dans un moule, on est tous le même objectif, c'est valider le concours. Et même si tu te dis, allez, je vais prendre du recul, prendre du temps pour moi, souffler un peu, parce qu'il faut prendre du temps, respirer pour le concours de médecine, non. Enfin, tu es comme tout le monde et tu comptes le nombre d'heures que tu mets à réviser. Et après, on va tous vers le même endroit, c'est-à-dire réviser. Et en fait, on est tous, j'ai l'impression, au même niveau en première année de médecine parce qu'on s'isole, on n'est pas là à se raconter les soirées qu'on a fait, ni les week-ends qu'on a passés, ni les voyages qu'on a fait. Donc, finalement, on est tous à peu près dans le même bateau. Donc, pas vraiment de différence. Plus tard, en deuxième, troisième année, parce qu'en fait, eux avaient à peine 19 ans, 20 ans et avaient envie de rattraper déjà l'année de merde avec le concours. Donc, ils ont commencé à sortir, vouloir se faire les sorties, les soirées médecine et tout. Et moi, j'avais déjà 25-26 ans et tu te dis, bon, j'ai déjà eu mon cursus de soirée. Au début, c'est marrant de revivre une deuxième jeunesse. Puis après, les soirées, après, tu dis, oh, c'est du déjà vu, ça me fait marrer, mais voilà, t'es moins impliqué dans les soirées que. D'accord, mais donc ça, c'était avec, on va dire, les camarades, ceux qui étaient dans tes promos. Après, quand tu te retrouves rapidement dans le monde de l'hôpital, tu peux être justement, en tant qu'étudiant, encadré finalement par des gens qui ont quasiment ton âge. C'est vrai. Bah, souvent, les internes, oui, quand moi je suis devenu externe, parfois les internes étaient plus jeunes que moi. Voilà. Donc physiquement, j'arrivais à me fondre dans la masse. Là, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Là encore, aujourd'hui, on dit, attends, t'es sûr, t'as 40 ans. Ouais, ça va pas trop ta chance. On va pas te porter la poisse, mais c'est cool pour toi. Non, mais effectivement, parfois j'étais plus âgé que les internes. Et là, pour le coup, la différence d'être un petit peu plus âgé, j'avais une petite différence, c'était peut-être un avantage aussi par rapport à mes collègues externes parce que je voyais bien qu'avec les patients, j'avais un contact plus facile, moins de timidité, même si, comme tout le monde, c'est difficile de poser la question, avez-vous des P? Au début, on a pu le dire, vous avez des gaz? Finalement. Puis après, on arrive à les faire facilement, mais je pense que le fait d'être un peu plus âgé et peut-être plus mûr, c'était peut-être plus simple parfois pour échanger avec le patient. Et tu le disais, oui, j'avais parfois des internes qui étaient un peu plus jeunes que moi. Ça posait pas de problème. Ouais, non, ça fitait facilement, quoi. Il n'y avait pas trop de soucis, c'était plutôt cool, ouais. Plutôt cool. Je regarde à mon souvenir. Bah, super, bonne chose. Du coup, finalement, les études se passent. Tu termines quand? J'ai passé, j'ai dû devenir interne en 2012, première année d'internat 2012, et j'ai passé, donc j'ai fait la médecine générale donc en 3 ans, et pendant ma dernière année d'internat, donc en 2015, j'ai passé le doctorat. Et j'avais 33 ans. 33 ans. C'est pas si vieux que ça. J'ai passé l'internat à 30 et effectivement la thèse, j'ai soutenu la thèse à 33 ans. Ouais. 33 ans. Merci pour le c'est pas si vieux que ça, Wissem. Non mais c'est assez récent, 2015. Ouais, bon, en 2022, effectivement. 2015, c'est assez récent. Donc tu termines les études de médecine et finalement là à 33 ans tu dis, sûrement tes parents aussi et puis l'entourage qui a quand même eu un parcours assez dingue. Tu étais, comme tu disais, sur les quais du Havre. Tu pars en fac de sciences, tu travailles dans la pharmacie, tu te reconvertis en médecine, tu fais un cursus complet et tu termines et tu deviens docteur en médecine et tu deviens médecin généraliste. Là, à ce moment, finalement, tu es toujours au Havre. Non, j'ai fait l'internat à Paris. Ah, tu as fait l'internat à Paris, d'accord. J'ai fait médecine à Rouen, parce qu'en fait, la fac de médecine était l'académie de Rouen, donc voilà, et l'internat à Paris. L'internat se termine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Et donc j'ai 33 ans.
Je trouve que quand on fait médecine, on nous apprend aussi à toujours faire plus, avec le meilleur du meilleur. T'as beau avoir 20 sur 20, t'es capable de dire je peux avoir 22. Je peux avoir 22 sur 20. Et ça a joué sur le choix de l'internat, parce que j'ai passé le concours, machin, je me suis pas trop mal débrouillé, ça a été. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends Medjay, pas Medjay? J'aimais bien l'anesthésie RIA, tout ça. Et après, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est bon, ton rêve c'était être médecin, pas la peine de te rajouter une spé avec 5 ans, plus certainement 2 ans de clinique derrière, machin. Donc j'ai choisi de faire une médecine générale, et très content et très heureux aujourd'hui de le faire. Mais je n'ai pas souhaité, j'ai commencé, comme beaucoup, quand tu sors de Medjay en interne, tu commences à remplacer. Et puis, d'un point de vue un peu plus personnel, ma famille n'était pas en grande forme. Maintenant, j'en parle assez librement. J'ai une maman qui a une maladie d'Alzheimer atypique, apparentée, qui a commencé à l'âge de 50 ans. Et du coup, ça a un petit peu aussi guidé la suite de mon parcours. C'est-à-dire que je savais très bien qu'en prenant une surspé ou j'en sais rien, ça allait prendre beaucoup de temps pour moi. Et moi, j'avais besoin de rentrer au Havre pour aller m'occuper régulièrement. Et quand je dis rentrer, c'est quasiment toutes les semaines. Donc j'ai continué à faire du remplat régulièrement. Et aujourd'hui, on est en 2022, ça fait 7 ans que je suis toujours remplaçant. Je suis médecin généraliste remplaçant, j'ai toujours pas eu envie de m'installer pour la raison que je viens de te dire. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en parallèle? On va en parler. Dis-moi. C'est justement de se poser la question parce que au début, quand on t'a présenté, on a dit que justement tu étais médecin et que tu étais chroniqueur à la télé, sur quand même Télématin, c'est ça? C'est quand même pas une petite émission. C'est la matinale, la télé matinale la plus regardée de France, C'est combien à peu près l'audience c'est les chiffres à ce qu'on a pas. Oui, ça fait 37 ans que ça à l'antenne, c'est 800 000, 1 million de téléspectateurs tous les matins, c'est l'émission la plus regardée. Ça fait du monde. J'avoue, j'aimerais bien qu'il y ait autant de monde qui regarde cette vidéo. C'est sûr qu'il y aura autant de monde. Donc soyez nombreux, mais c'est quand même assez énorme, 800 000, 1 million. Même les vidéos YouTube de certains youtubeurs qui marchent très bien font pas ces scores. Donc avoir cette audience quand ils passent en antenne, c'est quand même assez incroyable. Et on peut se poser la question, tu viens du Havre, tu étais sur les bords des quais, tu fais tes études là-bas en majorité, tu finis à Paris ensuite. Comment tu finis par te retrouver médecin chroniqueur d'une émission télé avec une telle audience? En fait, il y a eu un petit chemin, c'est-à-dire que je connaissais déjà pas mal de monde dans la télévision, des potes, machin, ils se sont dit, mais fais de la télé, ça va te faire marrer et tout, et ça m'intéressait absolument pas. Et parce que moi, mon rêve de gosse, c'était de faire de la médecine, et j'étais ravi de faire de la médecine générale. Voilà. Et puis un jour, un matin, je suis dans un cabinet, je remplace dans le 17e et tout, et je reçois 3 mails de potes qui ne se connaissent absolument pas, et qui me disent, tiens, il y a une annonce qui vient de passer sur Internet, ils cherchent un médecin pour faire une émission où le concept c'est d'aller dans les zones bleues. Une zone bleue, c'est l'endroit où il y a des centenaires qui ont plus de 100 ans, bien sûr, et qui sont en excellente santé. Une grosse concentration de centenaires, plus de 100 ans, excellente santé. Il n'y en a que 5 zones bleues au monde. Une zone la plus connue, c'est Okinawa, une petite île au Japon. Et une petite zone du Costa Rica, une autre en Grèce, une petite zone en Californie, bref. Et le pitch, c'est d'aller rencontrer ces centenaires pour savoir quel est le secret de la longévité, mais aussi les plus grands chercheurs du monde pour savoir qu'est-ce qu'ils ont découvert sur ces secrets. Donc je reçois ces mails et je me dis, je sais pas pourquoi, parfois il y a des choses qu'on fait instinctivement, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je téléphone, j'appelle ce numéro de téléphone qui est en bas du mail et qui dit si vous êtes intéressé, appelez. Et en fait j'appelle, et donc je suis le premier à répondre à cette annonce. Je tombe sur une Sophie qui est la productrice de la boîte de production La Familia et qui aujourd'hui est ma pote. Et du coup elle décroche, ça passe bien, elle me dit où ton cabinet, je dis je suis remplaçant dans tel quartier. Et elle me dit, c'est dingue, c'est à 5 minutes de la boîte de prod, est-ce qu'on peut venir te voir? Donc elle vient me voir, on fait le premier essai, ça matche bien, et après elle reçoit d'autres médecins qui postulent à l'annonce, et puis elle fera son choix. Du coup, tu sais, t'as compris qu'elle m'avait choisi. Mais en fait, ce qui m'a fait le déclic pour accepter d'aller à la télévision, parce que j'étais un peu très réticent, moi j'étais sûr que je voulais que ça soit une chaîne carré, propre, voilà. Donc j'ai posé plein de questions, c'était pour France 5, c'est une série documentaire sur lequel j'avais mon mot à dire, c'était pas de la télé-réalité absolument pas, il y avait du fond, et il y avait du format, et puis c'était qualitatif, c'était vraiment la chose pour moi importante pour moi. Et tout à l'heure je te parlais de ma maman qui a commencé à être malade très jeune, et très tôt, d'une maladie qui généralement touche les personnes plus âgées, et en fait c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce programme, de te dire, en fait c'est assez fou d'avoir une maman qui a une maladie apparente à Alzheimer à 50 ans,
Et puis moi, on me propose d'aller voir des centenaires en excellente santé aux quatre coins du monde. Mais c'était fort de symbole pour toi. Ouais, je l'ai vécu un peu comme ma thérapie. Tu vois, ça tombait au même moment où moi, c'était difficile à gérer tout, émotionnellement, tout ça. Et je me suis dit, bah, ok, réfléchis pas, fonce et va rencontrer ces centenaires aux quatre coins du monde qui sont en pleine forme, quoi. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Ça a été, donc je suis allé au Costa Rica, au Japon, tout ça, tout ça. Ça, c'est incroyable quand même, c'est des distances énormes. C'était canon. Enfin, je veux dire, c'est une expérience à laquelle jamais j'aurais pu penser participer. Enfin, c'est quand même fou. Okinawa, c'est quoi? C'est un jour de vol? Un petit peu moins, mais c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu moins, mais ça déphase quand même beaucoup. Donc, on partait au Okinawa, on partait 10-12 jours, et puis on rentrait quelques jours à Paris. Après, on allait au Costa Rica de l'autre côté. C'est une série documentaire qui a été diffusée, ça s'appelait Zone Bleue, les secrets de longévité. Ça a été diffusé sur France 5 un été en 2019, 2020-2019. Après, il y a un bouquin qui est sorti, ça a fonctionné. Et puis ensuite, a continué l'aventure avec Télématin. On m'a proposé de rencontrer la productrice de Télématin. Ça s'est fait dans la suite comme ça, sans transition. J'ai ce même ami qui m'avait présenté souvent un peu, qui me harcelait pour que je fasse de la télé, il m'a dit écoute, il faut que je te présente la productrice, voilà, voyez s'il y a quelque chose à faire entre vous, mais je pense que ça peut matcher. Je l'ai rencontré autour d'un café un matin, ça s'est super bien passé, et puis on a échangé sur nos envies respectives. Moi j'avais aussi envie... L'une des premières raisons, c'était de dire je veux bien faire de la médecine à la télévision, toujours sous couvert de qualité, et apporter quelque chose. Montrer ma tête pour montrer ma tête, je m'en moquais un peu, mais j'aimais bien l'idée de me dire, parce qu'en fait, je trouve que quand on fait de la consultation en médecine générale, la consulte elle dure 15-20 minutes, ça dépend du motif, mais tu sais très bien comment ça se passe. Parfois, on est happé par le temps, et tu n'as pas le temps de traiter le motif initial que faire en plus de la prévention, de l'éducation, c'est compliqué. En une seule consultation, c'est un peu dur, parce que souvent les patients viennent en plus avec une liste en disant docteur, je ne viens jamais chez le médecin, je vous ai fait une petite liste. Donc parfois c'est un peu dur de vulgariser et de faire de la prévention, de la sensibilisation. Bien sûr, du coup là je me suis dit, eh ben, c'est quand même canon, tu peux toucher 800 000, 1 million de téléspectateurs, s'il y en a au moins un qui m'écoute. J'espère pour toi qu'il y en ait au moins un qui t'écoute. Moi aussi. Sur 1 million. Non, mais je me dis que c'est quand même une chance de dingue de pouvoir faire de la prévention en santé, parce que c'était vraiment le focus de la première année où j'ai commencé chez eux. Et j'ai commencé à faire des tutos. J'ai voulu apporter un peu de nouveauté dans la vulgarisation médicale. Donc je suis resté à bosser avec cette fameuse Sophie de la boîte de production, où je l'ai mis dans la boucle. Je lui ai dit écoute Sophie, on me propose de rejoindre l'équipe de Télématin. Voilà, est-ce qu'on pourrait nous apporter quelque chose d'un peu différent comme support médical? Et donc on s'est dit qu'on allait faire un tuto. Donc là le concept du tuto c'était je recevais de façon très virtuelle un patient à qui je créais différents symptômes. Et puis du coup c'était une porte d'entrée pour dire bon aujourd'hui on va parler... je sais pas, des hémorroïdes, quelle est la prévention, quel est le traitement. Et donc toutes les semaines, il y avait un tuto avec des petits inserts humoristiques, un format très court, très pédago. On peut les revoir? Ouais, on peut les voir sur YouTube ou sur la chaîne. On mettra le lien dans la description. Sur la chaîne de Télématin, on peut les voir. Ça, c'était en 2020, ça a bien marché. Et puis ensuite, depuis l'année dernière, on a changé complètement la formule de Télématin, où est arrivé à la présentation Thomas Souto et Julia Vignali. Il y a eu une nouvelle, ça a complètement, le format a complètement évolué, adapté. Il y a maintenant un peu plus d'actualité. Enfin, on est vraiment focus sur l'actu. Et maintenant, depuis l'année dernière, on m'a demandé, on a un peu arrêté les tutos et on s'est dit qu'on allait réagir sur tout ce qui sortait en actualité santé médecine. Et moi, mon but encore de ma position, c'était de vulgariser, une info qui est sortie sur une nouvelle maladie, un nouveau traitement, et essayer de vulgariser en direct, ce qui n'est pas une chose facile, c'est compliqué, mais ça s'apprend. Tu mets ton réveil, je mets mon réveil à 4h30, quand j'ai un passage à 6h30. 4h30, je me suis pas levé à 4h30 depuis toujours en fait. Non mais toute la difficulté en fait de l'exercice, même si je trouve ça génial, hyper intéressant, parce que tu te dois même, pour moi, je suis au jour de tout ce qui sort et j'essaie d'être calé là-dessus, mais la difficulté c'est que tu te réveilles à 4h30, 5h, et tu vas en direct en plateau et il faut être au taquet quoi. 6h50, tu exposes le problème qui vient de sortir la veille et sous tous les angles, voilà le problème, les solutions, les traitements, les préventions. Mais ça c'est un peu dur. Je te cache pas que quand tu es confortablement en face à un patient à 14h et là tu es au repos, tu es allongé, et parfois quand tu es en galère tu regardes un peu sur Google si tu as la réponse. Mais là quand tu es en direct à 6h50, voilà, c'est pas...
très frais, avoir bien dormi. Ouais, c'est ça, c'est un rythme. Mais voilà, encore une fois, je suis hyper content, je trouve ça génial, c'est une chance de pouvoir. Du coup, là, ça continue. Ouais, ça continue, ouais, ça se passe bien. Donc ça fait 2 ans, 3 ans Télématin, ça va faire 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi. Et là, j'enchaîne sur la rentrée. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire et la rentrée aussi à Télématin et la rentrée au cabinet. Mais voilà, c'est une activité. En fait, j'aime bien ce côté un peu slasher, c'est-à-dire, je trouve ça génial d'avoir. On a la chance, enfin, moi j'ai la chance de faire le métier que j'aime, d'être médecin généraliste, je suis heureux. Et je trouve ça génial de pouvoir le décliner sur différents supports, c'est-à-dire de pas faire du lundi au dimanche de la médecine de 8h à 20h. Consultation, tu fais des vidéos. En fait, je trouve que c'est complémentaire. C'est-à-dire. Tu as fait aussi un livre, on peut le dire. Voilà, c'est important, c'est un autre support. Tu parles de différents supports, donc il y a l'image, la vidéo, les consultations et puis la forme écrite avec ton bouquin. Oui, c'est sorti l'année dernière, c'était. Là aussi, moi j'aime bien l'axe de prévention, hein, tu l'auras compris, c'est un truc qui me tient à cœur. Je me dis, on est tous vraiment acteurs de notre propre santé et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et que parfois ça passe par des gestes du quotidien ou par l'assiette. Donc, c'est Albin Michel qui m'a contacté l'année dernière en me disant qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour encore propager, diffuser un peu toutes les informations qu'on peut retrouver, les recommandations. Et donc j'ai fait un bouquin, ça s'appelle 70 gestes santé chez Albin Michel. Et voilà, ravi d'avoir participé à ce bouquin qui lui aussi sous un format plutôt pédago aussi. Ouais. On mettra le lien aussi pour ceux qui sont intéressés. Et puis du coup, c'est vraiment incroyable hein, si on fait finalement l'historique de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc tu nous as dit que tu as quel âge? 40. 40. Et est-ce que justement, pour la suite, maintenant, parce que finalement, quand on écoute un peu ce que tu racontes, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées un petit peu sans que tu les prévois. Ouais. Donc, est-ce que maintenant tu es arrivé au stade où justement, il y a des choses justement que tu as en tête, des projets que tu aimerais mettre en place? Si oui, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est plus des trucs que tu préfères garder pour le moment pour toi? En fait, il y a différentes opportunités. Enfin, plus on est un peu exposé, plus on vous propose des choses. Hein. C'est un peu parfois comme ça que ça marche. Enfin, après, dans la condition que ce que tu fasses est à peu près qualitatif, enfin, du moins pas trop pourri. Voilà, moi, il y a quelque chose de fond qui me tient à cœur, c'est les aidants. Parce que je te parlais tout à l'heure de ma maman qui avait été malade, ça a débuté à 50 ans, et malheureusement, elle nous a quittés il y a 3 mois, hein, à l'âge de 64, c'était horrible. Mais pendant 14 ans, j'ai été aidant avec mon frère et mon père, on a été au chevet de ma mère, c'était très important pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une cause qu'on connaît très peu, être aidant. Et en fait, on peut tous être aidant demain, de ton père, de ta mère, de ta petite soeur, de ton petit frère, de ta voisine. En fait, être aidant, c'est vraiment être proche, enfin, pas être quelqu'un pour l'aider. Donc ça, et on peut tous le devenir parce qu'on sait que la population, elle vieillit, donc voilà. Bien sûr. Et je trouve qu'il manque de moyens et on est vite désarmé. Pourtant, moi j'ai été médecin, enfin je suis médecin et je veux dire, j'étais médecin près de ma mère et même moi je me sentais désarmé sur plein de choses. Donc oui, aujourd'hui si j'arrive à développer, voilà, je brainstorm un peu, je suis en contact avec différentes personnes, mais mon but c'est d'aider les aidants et aussi tout ce qui est Alzheimer. Je veux me rapprocher de tout ça, si je peux contribuer un tout petit peu à faire avancer les choses à ma façon, même si c'est une toute petite pierre à l'édifice. Ce sera toujours ça de plus. Moi, je me dis, voilà, on est médecin, il y a la médiatisation qui permet aussi de faire des choses. Hein, ouais, donc si ça peut aider, je ferai tout pour... voilà, c'est mon Ikigai. Tu connais un peu l'Ikigai au Japon? Ikigai, quand tu es au Japon, parce que du coup, j'ai appris ça là-bas. C'est-à-dire qu'ils se lèvent tous les matins et pour eux, c'est quoi mon Ikigai? C'est quel est mon but dans la journée ou le but de ma vie? Qui va me faire du bien moralement, est-ce que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, voilà. Et puis ton Ikigai il peut changer au cours de ta vie, c'est-à-dire que pendant 5 ans tu peux te dire voilà, le but de ma vie, je me lève tous les matins pour faire ça, et une fois que tu l'as acquis, ce but est fait et accompli, tu peux changer d'Ikigai. Donc moi mon Ikigai, ça a longtemps été mes parents, je me suis occupé d'eux très 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 longtemps, et là aujourd'hui j'ai envie de m'occuper des autres, et plus particulièrement des aidants. Allez, écoute, Ikigai, je viens d'apprendre, je le mettrai peut-être dans le titre de la vidéo, je trouve que ça sonne vachement bien. Vincent Valinduc et son Ikigai. Ouais. En tout cas, on te le souhaite de réussir. Donc franchement, je pense que on a fait un petit peu le tour de ce qui était important de raconter par rapport à ton parcours. Maintenant, comme toute histoire, s'il y a peut-être, je sais pas, une morale à en tirer et que tu peux peut-être transmettre aux autres ou un message qui te tient à cœur que tu as envie de transmettre, est-ce que je te laisse la parole si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça, quoi, ce parcours un petit peu impressionnant.
Moi, je me dis qu'en fait, il faut, sans rentrer dans les banalités, croire en ses rêves, machin, mais en fait, parfois, il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te fais confiance, déjà, c'est un bon chemin de parcours. Parce que souvent, les gens, comme je te disais au début, hein, les gens parfois te mettent leur propre peur sur les épaules. Ils sont toujours admiratifs de ceux qui ont tout plaqué pour partir à l'autre bout du monde, pour monter une baraque à frites. Ils sont toujours admiratifs, je trouve toujours ça génial, mais quand c'est un proche qui dit bah en fait moi les gars je vais tout plaquer, je vais reprendre médecine, ça les fait flipper et parfois te font flipper. Donc la première chose c'est faites-vous confiance et si vous n'avez pas le soutien de ce que vous pourriez attendre d'un pote, bah, peut-être préservez-vous. Et puis je retiens cette phrase de Pasteur qu'on apprenait en HDM. Je voulais que tu la sortes. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et ça j'adore cette phrase, je me dis que finalement il n'y a pas de hasard quoi. Donc, franchement, très belle phrase, tu me l'as dit une fois, je l'ai retenue et à chaque fois je veux la sortir. Mais il faut le contexte. Donc des fois je la sors comme ça, mais franchement c'est une super belle phrase et que je retiens et c'est vrai qu'elle fait écho parce que c'est vrai que des fois il nous arrive des trucs qu'on peut mettre sur le compte. Pas forcément nous, souvent les gens disent oh, t'as de la chance, mais finalement c'est pas forcément une histoire de chance. Derrière, des fois il y a des années de travail qui se manifestent par un événement ensuite. Donc ça résonne, c'est une belle phrase. Bah écoute, c'était très sympa. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Ouais, bah merci à toi. D'ailleurs, on est chez Vincent et on a mangé tranquillement, donc on a le petit café, donc c'était super cool. Donc voilà, format de vidéo que j'essaierai de répéter sur la chaîne, un format podcast que vous pouvez écouter comme ça tranquillement en faisant votre vaisselle, votre ménage. Et puis ça reste dans la lignée des vidéos que j'avais faites aussi avec d'autres personnalités au parcours un petit peu atypique dans le monde de la médecine. Et j'ai encore des petits contacts avec lesquels normalement d'autres vidéos arrivent. Beyoncé, c'est toujours ok? Elle est en stand-by, en stand-by, mais à voir par la suite. Et du coup, bah écoute Vincent, on se dit peut-être à bientôt. À bientôt. Voilà, et nous on se retrouve aussi à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao. Ciao.